On est de retour pour le podcast En cas de doute, Gaz au bout, une présentation du Grand Prix Skidoo de Valcourt, la 40e édition de retour au mois de février. Anthony Marcotte en votre compagnie, bien heureux de pouvoir partager une passion que j'ai avec notre invité aujourd'hui. C'est Mathieu Gervais, un animateur de course reconnu au Québec depuis de nombreuses années. Si je travaille sur le monde de la course automobile, ben Mathieu, lui, c'est vraiment tout ce qui est course, motocross, VTT, un paquet de trucs. Puis on l'a retrouvé, bien sûr, au cours des années au Grand Prix de Valcourt. Mathieu, bienvenue dans l'émission. Bonsoir, merci de l'invitation. Content de te recevoir parce que vraiment, là, c'est le fun de pouvoir parler avec quelqu'un qui connaît notre réalité. Puis, je sais très bien que dans ton cas, je veux dire, animer des courses, ça, c'est quelque chose qui fait partie là, de toi depuis de nombreuses années. Ça fait partie de moi depuis de nombreuses années, mais tu sais, Anthony, pour le faire toi-même, le feeling, la réponse de la foule, le contact en direct, c'est toujours de quoi d'absolument le fun. On a beaucoup d'amis qui sont dans les médias, à la radio. Ouais. C'est le fun, mais on n'a pas la réponse instantanée. C'est ce petit sentiment d'adrénaline-là qui vient me chercher. Tu as tellement raison. C'est exactement ça. Moi aussi, c'est vraiment, tu sais, oui, on est des tripeux de course. D'abord et avant tout, t'aimes le sport. Oui. T'sais? Oui. Mais, on est des amoureux du sport, des passionnés. Ben, c'est ça. Mais de l'autre côté, quand tu l'animes, tu as le feedback immédiat des gens. Et ça, ben, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je décris du hockey. À part la messagerie texte ou les gens qui m'écrivent via Twitter, tu ne sais pas exactement. Les gens ne peuvent pas t'approcher immédiatement pour t'en parler. Alors qu'aux courses, comme annonceur, quand tu parles aux gens, tu as vraiment le feedback immédiat. Oui, tu as le feedback immédiat et comme c'est les paddocks, c'est un petit monde, on vient qu'on connaît les gens et avec la magie des réseaux sociaux, il arrive un avarie en piste, tu fais juste dire au micro, on va s'informer, voir qu'est-ce qui est arrivé. Ça prend pas 5 minutes, tu as 2, 3 messages textes qui rentrent, Messenger et whoop, tu viens d'avoir l'information. Tant sur qu'est-ce qui s'est passé avec le pilote, avec l'athlète, c'est-tu un bris mécanique, il a tombé, est-ce qu'il s'est blessé, est-ce qu'il est correct, c'est quoi son état? Tu es capable d'avoir la réponse immédiate. Ça, c'est magique, c'est le fun. Puis la majorité du temps aussi, les gens veulent t'aider. Tu sais, c'est ça qui est, Oui. qui est cool là-dedans aussi. Oui. Les gens veulent nous aider et des fois, tu fais juste une petite erreur ou tu fais juste une petite confusion. Et là, il y a quelqu'un qui vient tout de suite te ramener à l'ordre. Ou des fois, il y a des pilotes qui arrivent, peu importe la discipline. Des fois, tu as des pilotes invités qui sont là. Et là, tu as quelqu'un qui arrive, qui t'amène un complément d'information que, oh, je ne savais pas celle-là. Parce que tu sais, quand on est sur des événements, à part au Grand Prix Skidoo de Valcourt, on n'a pas beaucoup de documentation. On a les feuilles le matin avec la liste des inscrits, le starting line-up, mais c'est tout. Toute la recherche, c'est nous autres qui a fait, les connaissances, tout ce qu'on va amener comme complément d'information dans l'animation de la journée, c'est juste des connaissances personnelles qu'on a acquis au fil du temps. Donc, des fois, juste avoir le petit plus pour être capable de mieux vendre un athlète, ben, on a la réponse instantanée. C'est magique. C'est ça qui est le fun de faire de l'animation en direct, si je pourrais dire. Dans mon cas, Mathieu, là, faire suite à ce que tu viens de dire, c'est. Je pense que je vis, après presque 15 ans à animer des courses, les meilleures années d'animation, parce que c'est souvent des gens qui reviennent semaine après semaine, année après année, des gens avec qui tu développes des relations, puis oui. Au fur et à mesure, ils deviennent des amis. Alors, quand tu décris les faits et gestes d'amis, ça rend les choses encore plus le fun. Quand j'ai commencé, bon, j'y allais pour l'expérience, la paye et tout ça, mais aujourd'hui, j'ai comme une toute autre manière d'aborder les choses. J'y vais vraiment parce que ça me tente d'être là pour avoir du plaisir. Ben, tu dis, ça vient des amis. Juste une petite parenthèse. La semaine dernière, j'ai eu à aller faire une soirée avec l'équipe de moto Cobra Québec. Ils faisaient une levée de fonds pour des pilotes Pee-Wee. Ça se passait dans un restaurant à Québec. Et d'arriver sur place et de voir un propriétaire de piste que ça fait plus de 20 ans que je connais. De voir un de mes amis avec sa conjointe que
il y a 18-19 ans, on faisait la tournée des bars quand lui était coureur pro et que sa conjointe courait dans la classe femme. Juste le fait de se voir de même, c'est le fun. Même si Ben on se voit oui. pas assez souvent, c'est plaisant. Puis on a partagé des choses, on a vécu des choses. On a vu des pilotes qui ont chuté, qui ont terminé tellement proche de la victoire qui est arrivé à Navary. On a vécu deux déceptions, pas juste en tant qu'animateur, mais en tant qu'ami. On a vécu les déceptions, on a vécu les joies. On a, on fait partie de leur quotidien un peu parce que, comme tu le mentionnes, semaine après semaine, le paddock reste le même. Que ce soit que je fasse une course de motocross, que ce soit à Deschambault, en s'en allant à Québec, que ce soit Sainte-Julie, région de Montréal, que ce soit dans la région de Mirabel, le cœur du paddock est le même. Donc, c'est ces gens-là qui nous entendent de toutes les semaines. C'est avec ces gens-là qu'on développe des affinités. Et c'est là que j'ai rencontré, que j'ai fait certaines des plus belles rencontres, tant professionnelles que personnelles dans ma vie, là. Non, aucun doute là-dessus. Moi, écoute, c'est le jour n'est pas prochain où je vais arrêter d'annoncer. Mais une chose est sûre, quand je vais arrêter, il y a des amis qui vont rester pour la fin de mes jours, là. Tu sais, c'est clair que ça va être comme ça que ça va marcher. Puis, tu sais, je t'écoute, puis, tu sais, je revois des choses à travers le temps, puis tellement des beaux souvenirs. Puis, ce qui me vient en tête dans tout ça, c'est que les gens, ben, ils viennent aux courses, puis ils s'attendent à voir Marcotte à l'animation ou Gervais à l'animation. Ils portent même pas attention. C'est comme quand on mange un bon souper, on met des pantoufles, on est bien parce que c'est des gens en qui on a confiance, qui sont là pour s'occuper de nous pendant la journée ou la soirée qu'on va passer aux courses. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Tu sais, c'est pas simplement de me dire que je suis bon ou divertissant. C'est le seul simple fait que les gens ont passé une belle soirée, que l'animation a bien coulé et que les gens, justement, en ont profité à cause de ça. Ben, moi, une des plus belles récompenses que j'ai, c'est quand j'arrive le matin, je prends ma marche dans les paddocks. À tous les matins, quand j'arrive, je prends toujours une marche dans les paddocks. Je vais voir, je vais aux informations, je vais aux nouvelles, je vais saluer des amis. Et quand il y a des gens qui sont en train de travailler sur les machines, ils se lèvent la tête, ils viennent te voir, hey, c'est le fun, c'est toi qui es là aujourd'hui. On va s'amuser. Ouais. Ça, ça vient toujours me chercher. Ça n'a pas de prix, ce petit commentaire-là. Et tu as mentionné il y a quelques instants, Tony, un jour, je vais arrêter. Ça fait longtemps que je le mentionne. Tant que le paddock va vouloir que je sois avec eux, ben, j'ai une job. C'est le paddock qui nous entend, c'est le paddock Ouais. qui nous écoute. Tout à C'est avec fait. le paddock qu'on vit les émotions. Donc, c'est eux autres, à quelque part, qui ont un peu pouvoir décisionnel sur je travaille ou je travaille pas. Curieux de t'entendre, Mathieu, sur tes débuts comme animateur. Souvent, c'est vraiment par accident qu'on se retrouve animateur. Oui. Dans mon cas, j'ai toujours voulu œuvrer dans le domaine sportif comme journaliste et tout ça. Et c'est vraiment par la bande que l'animation est venue parce que c'était pas comme animateur que je me destinais au départ. Dans ton cas, je suis vraiment intrigué. C'est sûr qu'il y a eu une branche quelque part qui t'a permis de devenir animateur. Explique-nous ça. Écoute, c'est une histoire assez spéciale. Là, on va reculer de vraiment très loin. On va reculer en 93. OK? Moi, je suis natif du village de Saint-Tite et à l'époque, il y avait une course de motocross dans les estrades du Festival Western. Il y avait un OK? arena cross qui se faisait là. Ouais. Moi, j'ai 13 ans, je veux aller voir la course. Je veux y aller, mais je veux être sur la piste parce que j'ai un ami qui est là comme drapeau jaune, signaleur. Je passe la semaine là, puis je me promène. Je suis un peu dans les jambes d'un peu tout le monde, mais je suis toujours là pour donner un petit coup de main. Durant la fin de semaine, je me ramasse signaleur. L'année d'après, je retourne signaleur. Tout ça jusqu'à 98. 98, à un moment donné, je suis à la partie que celui qui m'avait engagé à Saint-Tite, il me disait, hey, Mathieu, on a un événement de moto sur terre battue à Trois-Rivières, ça te tente-tu? Je vais à Trois-Rivières, je vais à Québec. Fait que là, je commence, 98, je commence à sortir. Je commence à sortir, puis il est arrivé, concours de circonstances, un officiel qui devait se rendre à Rivière-du-Loup après un événement à Québec. Malheureusement, il ne peut pas se rendre. Fait qu'on m'envoie à Québec.
Et pouf, du jour au lendemain, je passe de signaleur à officiel. C'est un concours de circonstances, tu vas me dire. Ça reste là. L'animation, je ne pensais pas tellement encore à cette époque-là. Les années passent tranquillement et qu'est-ce qui arrive? J'ai des amis qui font de la discomobile, je travaille dans un bar et là, le président de l'association me dit Mathieu, tu vas faire la musique au banquet, puis fais un petit peu d'animation et c'était Didier Scranen qui faisait la remise des podiums de la saison. Je vais là, j'arrive là comme DJ, j'anime la soirée, puis et comme n'importe quel maître de cérémonie ferait. Et à l'époque, celui qui s'occupait de ça, c'est Buddy Ford. Ouais. Ce que j'ignore, c'est qu'il s'en va dire à sa femme, je viens de trouver mon nouvel animateur. Oh. Moi, je ne sais pas. Il avait vraiment vu quelque chose en toi pour animer. Lui, il a vu quelque chose que j'ignorais. Ça reste là. Quelques semaines après, on est rendu en 2005, on est au Grand Prix sur glace, au Festival d'hiver de Roberval. Et le dimanche matin, Buddy qui me dit Hey Mathieu, c'est les grosses finales, tu t'en vas animer aujourd'hui. Fait, pardon. Oh, tu t'en vas animer, il dit Tu connais les gars, tu y vas, c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait OK, ben, ça peut pas être pire qu'animer dans des discothèques. Fait, je me suis lancé à l'eau. Ça a commencé tranquillement de même. À l'été, là, Buddy il m'a fait animer un championnat provincial de motocross à la TUC. Là, après l'événement, il dit bon, on a des petits points à corriger. Parce que dans un mois, tu fais un championnat canadien de motocross. Ouf! Oh! Oh. Fait que lui, il avait tout décidé pour toi d'avance. C'était déjà réglé dans la tête à Buddy. Lui c'était réglé. Là. Lui, il avait son nouvel animateur et il pourrait le former comme il voulait qu'un animateur soit. Ouais. Parce qu'il partait à zéro. Puis écouter les conseils, écouter ce qu'on me disait, prendre des notes, aller chercher les informations, de fil en aiguille, ça a fait de boule de neige. Et en l'espace de 5 ans, j'ai passé d'animer une course de motocross à la tuque, dans un pit de sable, dans une nacelle à 30 pieds dans les airs, à être assis dans la régie au Stade olympique à animer le Supercross de Montréal. Mm. Donc, c'est un peu un concours de circonstances, un de parcours, si je pourrais dire ça. Ouais. Et merci la vie, parce que ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de voyager, de m'amuser, de rencontrer tellement de gens sympathiques. Là. J'imagine, Mathieu, que pendant que tu racontes la nacelle à telle place, puis dans Moi, je me souviens, j'ai eu quelques opportunités d'animer dans des conditions pas toujours faciles. Et comme on travaille surtout à l'extérieur dans le domaine des courses, ben des fois, c'est... Puis surtout, j'imagine, dans des courses de motocross, je veux dire, c'est souvent des installations qui ne sont pas permanentes à l'année. Donc, des fois, ben, c'est assez rudimentaire. Est-ce qu'il y a eu des moments pour toi où tu te dis, ouais, là, la position est précaire actuellement. Là, c'est pas la circonstance idéale pour faire mon travail? Régulièrement, on est dans des nacelles. Fait qu'à un moment donné, on s'habitue aux hauteurs. Mais je crois que ma pire histoire de nacelle, j'en ai deux, en fait. Il y en a une, j'étais à Olverton. Ouais. C'est en allant entre Drummondville et Sherbrooke. Ouais. Et la nacelle était maganée. Le fond est en bois. Il y a des places, il y a des trous dans le fond de la nacelle. On est installé en haut d'une côte et ça prenait tout pour réussir à la faire partir. Et là, tu te dis, je vais-tu rester en haut? Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, tu ne veux pas te déplacer parce que tu as peur de passer au travers du plancher. Il y a celle-là qui me vient en tête et il y a Joliette que pour mettre la nacelle au niveau, on est sur des blocs sur 3 pattes, mais les piles de blocs ne sont pas aux mêmes hauteurs. Tu as une pile de blocs de 2 pouces, de 2-3 pouces sur un bord, mais de 1,5 pied de l'autre côté, parce qu'on est vraiment la nacelle dans la côte, étirée au maximum pour voir. Et j'étais avec l'officiel que lui, là, il se promène dans la nacelle. Et là, la nacelle fait vraiment le mouvement gauche-droite, gauche-droite. Vraiment, ça s'en va de même. Là. Et il a fallu que le vent se lève un peu. On a décidé justement de baisser de quelques pieds parce que là, je me sentais pas en sécurité cette fois-là. C'était pas parfait. Non, on a travaillé à la pluie, on a travaillé... Ah ouais. Le froid aussi, moi, je me souviens avoir déjà animé un snowcross. Là, il devait faire au moins
moins 20 à Quaticook. C'était pas parfait, peut dire, avec la langue bien pendue. C'est parce que c'est chaud à l'intérieur. Hein? Est-ce que le dent de la bouche, là, tu veux pas que ça gèle pendant que tu annonces, idéalement? J'ai fait un événement sur le lac à Roxton Pound. OK, C'était oui. des courses de moto sur glace. Ouais. Et le vent, il arrive de loin. On s'entend, là. Il n'y a pas grand-chose qui bloque le vent. Et cette journée-là, il devait faire moins 25, plus le facteur vent. Les moteurs de moto saisissaient. Et... Mais là, moi, je suis dans un échafaud pour animer des courses. Et à tous les nettoyages de piste, j'étais obligé d'aller dans une remorque de coureur pour aller me réchauffer les mains sur les cochons au propane. Et me réchauffer parce que un popsicle de bout, là, ça n'avait aucun bon sens. Je me suis ramassé dans une tempête de neige à la Valtrie. Je mettrai la photo en commentaire. Tu vois des ombrages dans la nacelle, mais tu n'es jamais capable de dire qui est là. Ah Là, ouais. c'est pour animer des courses d'auto sur glace, dans une tempête de neige qui commence à faire tempête avec le fiume que tu vois pas, puis il est rendu vers 3h30. Où est-ce que l'éclairage n'est pas son optimal pour faire des courses à la fin Ouais. janvier? Ouais, ouais. Les conditions, on a vécu de toutes les sortes. Mais... Sauf que Des j'ai. beaux souvenirs, par exemple. Oui, mais moi, j'ai le principe de dire si les gens sont capables d'être là, d'endurer ces conditions-là, c'est mon devoir d'être avec eux autres. Mm. J'irai pas me cacher, j'irai pas, je me ferai pas un abri, non. Si les gens sont là, ben, c'est ma job d'être avec eux autres parce que je vis l'événement avec eux autres et je les aide à apprécier, à mieux vivre l'événement. Donc, je me dois d'être avec les gens, peu importe les conditions. Ouais, aucun doute. Euh, je décris de la course automobile. Un gros numéro sur une porte, c'est assez facile à voir, même si t'es bien loin. Des courses de motocross, quand ça part en paquet, là, pas évident d'identifier un puis l'autre. C'est bien beau le KTM, puis le Kawasaki, puis l'Honda, là, mais des fois, ça peut être un peu plus compliqué de bien les identifier. As-tu des Oui. trucs ou je sais pas, des moyens pour toi d'exceller à l'animation dans ces circonstances-là? Ben, ce qu'il faut savoir, je vais prendre l'exemple d'un championnat canadien. Quand on fait le championnat canadien du côté de Deschambault, dans Port-Neuf, la piste, on parle d'environ 2 minutes 10, 2 minutes 15, même à l'occasion 2 minutes 20, le tour. Oui. Donc, des fois, les numéros sont assez petits et les pilotes sont assez loin. De là, l'importance de connaître son championnat. Donc, on sait qui est supposé d'être en avant. Pendant le tour de chauffe, pendant le tour de chauffe, là, tu observes un peu les vêtements. Comment que les gars sont habillés, ces motos. Mm-hmm. Pendant les pratiques, bon, j'ai pas besoin d'animer les pratiques. Je vais toujours rester et, bon, il y a des pilotes qu'avec les années, je connais, que c'est devenu des amis, mais il y en a d'autres que je vais les regarder rouler, je vais la technique, le positionnement. À un moment donné, c'est comme ça qu'on va réussir à les déterminer. Si je vois un pilote qui est habillé en rouge et blanc, qui est sur une Honda, tout dépend, que je vois qu'il est un petit peu agressif ses guidons, ben, je vais savoir tout de suite que c'est Dylan Wright parce que c'est un pilote à posture plus agressive, les coudes qui sont plus hauts. Au contraire, si je vois une moto orange, mais une position un petit peu plus reculée sur la moto, avec une combinaison noire, je vais savoir que c'est l'Ontarien Thompson. Parce que souvent, ces combinaisons sont noires. Il y a une position un petit peu plus reculée sur la moto pour plus faire travailler sa roue arrière. Donc, maintenant, on vient qu'on reconnaît les techniques de pilotage un peu comme en automobile. Comment que les pilotes vont attaquer le virage. Maintenant, on vient que on le sait qui est agressif, qui va passer, Ouais, ouais. va essayer l'intérieur, l'extérieur. Maintenant, on est capable d'anticiper un peu ce qui va se passer. C'est un peu de même là, par la technique de pilotage, par la façon d'aller sur le circuit qu'on réussit à les identifier. Et championnat canadien, vu qu'il y en a 40 au départ, souvent, j'ai ce qu'on appelle dans le milieu les spotters. Les team managers, qui sont les directeurs de course qui sont à mes côtés. Donc, eux autres sont en communication avec le personnel sur la piste. On est capable de savoir en direct qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Hey, ton gars, je viens de le perdre, là. Il n'est plus là, qu'est-ce qui arrive?
Il me dit, hey, il s'est passé telle affaire à tel endroit, il a accroché avec tel gars. Fait que c'est d'autres petits trucs, des fois, qu'on a des helpers. On a des gens qui vont nous aider un peu en bordure de piste. Toute information peut être pertinente dans le métier qu'on fait, ça, c'est clair. Il y a certainement eu des situations plus dramatiques au fil de ta carrière, Mathieu, parce que quand même, tu décris un sport extrême où les accidents sont nombreux, les blessures également. Il y a sûrement des choses qui sont arrivées au cours de ta carrière que sont un peu tristes compte tenu des blessures subies là, par les compétiteurs. Au niveau des blessures, première image qui me vient en tête, un pilote bien connu en snowcross, Tim Tremblay. Ouais. On est dans le championnat canadien, justement. Et deuxième manche, Tim, on est à la mi-course. Tim, il roule tellement bien. Il s'en va pour faire son meilleur résultat de la saison. Il roule en deuxième position. Une excellente deuxième. Et là, justement, je suis en train de parler de Tim et je me lève la tête et je le vois juste attaquer un gros triple saut en descendant. Et je vois la moto partir d'un côté, Tim est éjecté de l'autre côté. Mais j'ai un de mes amis qui est au côté qui a tout pris la séquence en photo. Et là, je vois les photos et Tim est à terre, il ne bouge pas. Les motos qui passent chaque bord de lui et ça prend environ 3 tours avant de le voir sortir. Tim, à la base, c'est un ami. Là, moi, faut que je garde le focus. J'ai une course à animer, j'ai un championnat animé, ça brasse, il y a des belles bagarres, mais j'ai mon ami qui est à terre, qui ne bouge pas. Ouais. Et j'ai les informations des officiels qui me disent sortez la planche dorsale, sortez les croix rouges, il bouge pas. C'est pas plaisant. En l'occurrence, on parle de déception. Finale championnat canadien féminin, ça s'est joué sur le podium par 1 point pour la vainqueur. La demoiselle qui a gagné, j'étais super content pour elle. Elle a travaillé, elle l'a mérité. Mais la celle qui a perdu par 1 point à la fin de la journée, qui a perdu son championnat par 1 point, sa famille, c'est des amis. Des fois, je vais souper avec eux le soir, donc c'est des amis de longue date. Et ça fait des sentiments partagés. Tu veux pas que le jupon dépasse non plus dans ton travail, tu sais. Tu veux pas être Non, partial. Ouais. Tu peux pas dire que tu es triste parce que, écoute, c'est la famille, c'est des amis, mais tu peux pas empêcher les autres d'avoir leur plaisir, leur joie. Ben oui. Là, t'es comme pris dans un flot d'émotions entre l'arbre et l'écorce. C'est là qu'il faut réussir à mettre vraiment une barrière. Vraiment, OK, on fait abstraction de tout. Puis, quand le podium va être fini, là, on va s'asseoir, on va prendre une bouteille d'eau, on va décanter froidement qu'est-ce qui vient de se passer parce que là, ça a bougé, mettons. Ouais. Puis ça, avec le temps, tu viens qu'à. En tout cas, personnellement, là, c'est comme ça. Là. Je suis quand même capable, quand il y a une situation dramatique, d'avoir une certaine distance. Puis même si je connais la personne, j'ai un travail à faire, puis les émotions, ce sera pour après la journée ou après l'animation. J'ai quand même une facilité à me décrocher un petit peu de mon sentiment affectif dans le travail, évidemment. Ben, on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix parce que, oui, le pilote, l'athlète, on le connaît, on l'a vu évoluer, c'est des amis, mais pour tes spectateurs, pour eux autres, c'est un accident de course. Ouais. Eux autres ne sont pas au courant de la relation qu'on a développée avec ces gens-là au fil des années. Donc, eux autres ne comprendront pas pourquoi on est à l'envers. Puis, des fois, eux autres, ils ont un neveu, une nièce, un ami qui est sur la piste. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec le neveu, la nièce, l'ami qui est en piste. Eux autres, c'est plate qu'est-ce qui est arrivé à l'autre athlète, mais ils veulent quand même savoir comment ça va leur ami à eux. Donc, on n'a pas le choix, on a un travail à faire. Et c'est là qu'il faut réussir à mettre une coupure. Et Dieu merci, avec les réseaux sociaux, avec les textos, on est capable d'avoir quand même des informations quasiment en temps réel. Donc, c'est facile après ça de rassurer la foule, donner un petit peu des résultats sommaires, l'état du pilote pour un peu dédramatiser la situation.
pour être capable de construire tout le monde dans un bon mindset, dans un bon mood là, pour la poursuite des courses, la poursuite des choses. Tu fais la nomenclature, Mathieu, du nombre de circuits différents sur lesquels tu as travaillé au fil du temps. Non, mais sérieux, tu as une idée? Tu t'es assurément promené un petit peu partout, en province et ailleurs, pour faire ton travail. Je me suis jamais vraiment arrêté sur le nombre de pistes que j'ai fait, mais c'est sûr que dans ton cas, c'est beaucoup plus que moi parce que vous êtes appelé à vous déplacer pas mal et non rester sédentaire à toutes les fins de semaine. Au niveau des circuits de motocross, c'est en moyenne 7-8 par été. Okay. 7-8 différents par été. Il y en a au fil des années qui sont là depuis 7, 8, 10 ans. Il y en a d'autres que l'événement a quitté. C'était un autre événement qui a remplacé. Des circuits de motocross, d'après moi, je dois en avoir fait facilement 16, 17 différents au Québec. Au Canada, je dois en avoir fait une dizaine au Canada en dehors du Québec. Puis là, je parle juste d'événements extérieurs, je ne parle pas d'événements intérieurs. Là. Ouais. Si on rajoute les événements intérieurs, facilement une cinquantaine de circuits différents. À part de ça, on a fait des courses de VTT. J'ai fait des événements de drift, du dérapage contrôlé que j'ai fait. J'ai passé un été à faire du stock car à l'autodrome Saint-Eustache. J'ai fait des événements de drague. Le snowcross maintenant. J'ai fait des sauts extrêmes avec Ben Milo. Je me suis occupé de sa tournée partout en province, que là, c'est encore d'autres villes. J'ai animé du Bigfoot jusqu'à Terre-Neuve. Wow! Au niveau du motocross, je me suis rendu jusqu'à sur l'île de Vancouver. Mais par exemple, là, je n'animais pas. J'étais en charge des podiums. OK. Mais là, c'était pas moi qui étais vraiment à l'animation de l'événement. J'animais juste les portions francophones. Sinon, des compétitions de Jeep 4x4 dans la boîte. Ah, j'ai fait ça, moi aussi. Ça, c'est le fun. Je pense que c'est la place qu'on peut se lâcher le plus. Qu'on peut être un petit peu plus... La ligne est plus dure à franchir, mettons. C'est drôle parce que, tu sais, il y a un paquet de disciplines différentes sur lesquelles tu as travaillé. Il y a un paquet de choses là-dedans comme animateur. Tu dois adapter ton lexique beaucoup. Tu n'as pas le choix. Oui. Tu ajustes aussi ton vocabulaire. Tu ne parles pas nécessairement aux mêmes gens non plus. Personnellement, l'animateur qui fait du hockey à la radio, puis l'annonceur qui fait des courses sur terre battue, ben, c'est sûr que c'est la même personne, c'est le même thème de voix, mais c'est pas du tout le même lexique, c'est pas du tout la même approche non plus. Je vais me permettre un petit peu plus de largesse au niveau du vocabulaire, parler au vrai monde, comparativement à un vocabulaire peut-être un petit peu plus pincé quand je travaille à la radio ou peu importe dans où je travaille à Montréal, par exemple. Dans ton cas, est-ce que tu as vraiment un ajustement à faire entre chacune des disciplines ou tu es le même gars jour après jour? À la base, je vais rester la même personne. Je vais rester la même personne, le gars qui va être énergique, expressif, qui va aimer faire des blagues avec les gens. Ouais. Une de mes forces, une des choses que j'adore faire à l'occasion, c'est une manière en plein milieu de l'événement, je commence à interagir avec quelqu'un sur le bord de la clôture, que ce soit un spectateur, un mononcle, ma tante, un parent, un mécanicien. Des fois, je vais juste interagir avec quelqu'un et juste amener une dynamique un peu plus conviviale. C'est sûr que je reviens sur championnat canadien. Là, on travaille anglais, français. Il y a les caméras, les Kodak, c'est les podiums. Tous les gens de l'industrie sont là. Depuis quelques années, j'ai la compagnie Fox Canada qui m'habille. Le grand patron, il est là. Je me dois d'être by the book, si je pourrais dire ça. Je me dois de être professionnel. J'ai animé les dernières éditions du Super Motocross au Stade olympique pour Gestev. Il y a une ligne à ne pas franchir qu'il faut. Là, c'est plus corporatif. Ah ouais.
C'est Montréal. Hein? On dirait que tu traverses les ponts, c'est une autre approche complètement que partout ailleurs en province. À l'inverse, j'étais à la Valtrie. Je faisais un événement, c'était Jeep 4x4 dans la boîte, c'était du parcours. Les gars partaient 2 par 2. À midi, le monde se promène avec des caisses de bière. Ça arrive. Ouais. Je prends à peu près jamais d'alcool quand j'anime. Tu sais, je vais me permettre une ou deux consommations quand la journée est presque finie. Je comprends. Mais parce que tu vas faire une blague mal placée ou un commentaire qui va moins passer, c'est une bière à la main, c'est fini, automatiquement, les gens vont juger. Mais là-bas, j'arrive à Nacelle et il y a une glacière avec de l'eau, du Gatorade et de la bière dedans. Voyons donc, il est 9 h le matin, tu mets de la bière dans une glacière, c'est quoi ça? Mais à midi, la moitié du monde commence déjà à être en état de boisson et c'est pas un événement, c'est un party. Ouais. Donc là, on peut se permettre quelques largesses. Là, on peut se permettre de jouer plus sur la ligne un peu de professionnel, puis farceur, interagir avec le monde. Là, on peut jouer un petit peu plus sur la ligne. Mais quand on arrive dans d'autres événements, il y a un protocole à suivre, puis faut quand même garder une image parce que tu sais, quand on est devant les gens, on est également une vitrine publicitaire. Ouais. On est chanceux. Nous autres, il y a des gens il y a des compagnies qui vont nous aider, qui vont nous commanditer personnellement. On se doit de bien les représenter. On ne peut pas être tout croche si on ne veut pas se faire couper les vivres, si on ne veut pas perdre le support des gens qui croient en nous, puis des gens qui nous engagent, des gens qui nous font confiance. Là. Oui, il y a de l'ajustement à faire, tout dépendamment des événements qu'on fait. On me demande souvent, hey, tu sais, j'aimerais ça commencer à annoncer ou commencer à animer. Je ne sais pas, on dirait que c'est une des pires questions qu'on peut me demander. Je ne sais jamais quoi répondre. Il y a beaucoup d'instinct dans mon métier. Puis, tu sais, commencer à conseiller quelqu'un, je ne sais pas, j'ai l'impression de me prendre pour un autre. Je ne sais pas pour toi, là, mais tu sais, c'est sûr qu'on t'a déjà posé la question, c'est quelle est la recette pour devenir un bon animateur de course? Sérieusement, je travaille là-dessus. Je suis jamais capable de sortir avec un bon verbatim de ce que c'est un bon animateur. Quelle est ta définition pour toi? À la base, il faut être passionné. Ouais. Communicateur passionné, c'est la base. Si tu es passionné et que tu es un bon communicateur, le but, c'est de réussir à amener le monde dans ta bulle. Réussir à amener le monde un peu dans ta façon de voir les choses. Mais comment communiquer? Il n'y a pas personne qui va réagir pareil. Il n'y a pas personne qui va avoir la même approche avec les gens. Je vais donner un exemple. Je faisais des événements de saut extrême avec Ben Milo et quand il y a des événements que je ne pouvais pas faire, il y avait un autre animateur, Pierre Bérubé, un gars de la région de Montréal. Il est excellent, il connaît le vocabulaire, il connaissait les manœuvres, mais c'est au niveau de l'approche de la foule qu'on était différent. Okay. Donc, on n'allait pas chercher la foule de la même façon. On allait chercher le même résultat, mais l'angle d'attaque était différente. Autant que moi, je pouvais être plus directif avec la foule, plus punché. Pierre arrivait, puis lui, c'était beaucoup plus de farce, de blague, puis plus amical. Mais les deux, on allait chercher les réactions qu'on voulait. Les deux, on avait le même résultat au final. Faut trouver son angle d'attaque, faut trouver son style à soi. Mais ça reste que la passion. La passion. Et être capable de communiquer aux gens nos émotions. Il ne faut pas avoir peur d'être émotif. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'on ressent. Puis, on laisse aller les choses. Il y a des fois que ça va fonctionner, il y a d'autres fois que la recette ne prendra pas, malheureusement.
n'y a pas personne qui va réagir de la même façon. Là. Il n'y a pas de recette miracle. Là. On m'a déjà dit je serais pas capable ou je serais jamais à ta hauteur ou non, c'est sûr que je suis pas capable de faire ça. Ouais, mais non, tu le sais pas en réalité tant aussi longtemps que tu ne l'auras pas essayé. Ça, c'est un conseil que je donnerais à quelqu'un. Quand tu le sais pas, tu le sauras pas. Oui, puis. Tu bien de l'essayer parce que tu ne sauras pas si tu es capable de le faire ou non. Puis à un moment donné, quand tu as le micro dans les mains, tu vas le savoir assez vite si tu es à l'aise de parler dedans. Oui, puis le meilleur conseil qu'on pourrait dire, c'est vas-y pas tout seul, vas-y avec quelqu'un en qui tu as confiance. Oui, oui. Puis, si tu es avec quelqu'un qui est à l'aise, qui est déjà bien dans ses pantoufles, si je peux me permettre l'expression, la personne ne s'arrangera jamais pour te faire avoir de l'air fou. Moi, on m'a toujours dit, tu es aussi bon que ton coéquipier va te permettre de l'être. Quand tu animes avec quelqu'un, c'est un peu comme un match d'improvisation. C'est un échange, c'est un travail qui se fait à deux. Si tu ne veux pas faire briller ton coéquipier, automatiquement, tu as beau faire tout ce que tu veux, ton travail à toi va être ordinaire, ton travail à toi va être affecté. À l'inverse, si ton coéquipier prend tout pour lui, mais qui ne donne rien, qui ne veut pas te faire briller, ça ne fonctionnera pas. Un peu comme dans une game de hockey, tu as bien beau avoir le meilleur joueur de centre, s'il part toujours dans l'arrière du net avec la rondelle puis il ne fait jamais de passe, ouais, deux. Ouais. Ben, c'est ça. À un moment donné, tu as des équipiers avec toi, il faut que tu le mettes le puck sur le tape, puis faut pas que tu le gardes toujours pour toi. Il faut que tu passes la rondelle, il faut que tu sois prêt à l'attraper quand c'est le temps. Puis si tu vois que ton équipier est en difficulté, ben go, vas-y, puis va l'aider. Là. Ça, c'est la magie de travailler à deux. Là. Tu vas être toujours aussi bon que ton partenaire te permet de l'être. Tellement d'accord avec toi. J'ai toujours préféré travailler avec quelqu'un. D'abord, j'estime pas que mon travail, c'est un one-man show. Tu sais, c'est le fun de partager le micro avec quelqu'un. C'est passionnant de travailler avec quelqu'un puis du passer à rondelle. Ça rend les choses, pour moi, à l'oreille, pour le spectateur, beaucoup plus intéressant quand il y a un échange, quand il y a deux voix qui s'entremêlent l'un après les autres. C'est comme un récital, c'est comme un concert. Ça, moi, j'ai toujours vu ça du bon côté d'avoir quelqu'un avec moi, même s'il est moins expérimenté. Ben, il y a toujours moyen de faire quelque chose de correct avec quelqu'un. Oui, puis tout dépendamment, quand tu veux faire une interaction avec, je vais donner un exemple. Quelques années, j'étais dans un événement et en début de journée, j'ai un co-animateur qui est unilingue anglophone. OK. À mes côtés, j'ai Mathieu Buteau qui est maintenant rendu à la tête du snowcross de CMX, qui a animé quelques années à Valcourt. Ouais. Mathieu qui, animé en anglais, n'était pas nécessairement à l'aise. Donc, moi, mon rôle dans ce moment-là, c'était d'être le pivot. Arriver avec Mathieu et dire, bon, Mathieu, avec Brian, on disait telle affaire, toi, puis là, whoop, je l'amenais directement dans la ligne où on était. Mathieu, après ça, il faisait juste ramasser la rondelle, il continuait, c'était génial, il faisait un travail incroyable. Et quand il me cédait la parole et que là, je retournais en anglais avec mon autre collègue, je refaisais un peu la même affaire. On disait telle affaire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Là, on faisait une transition. Fait c'était fluide, ça se passait bien, les trois ensemble, malgré qu'il y en a deux qui se comprenaient quand même assez sommairement au micro. Parler en anglais devant une foule et parler en anglais dans une conversation en bordure de piste, c'est deux choses totalement différentes. Là. Et bien entendre qu'est-ce que l'autre va nous dire en anglais avec le bruit au travers du micro dans une nacelle, nomme-les, c'est un autre game, c'est pas évident. Et dans ce temps-là, c'est de travailler pour faire briller tes collègues. Ouais. Faire briller tes collègues, après ça, tout va couler tout seul. Là. Mathieu, de toutes tes années aux courses, on a parlé d'un paquet de disciplines dans lesquelles tu as travaillé au fil du temps, mais y a-t-il un athlète ou une athlète qui t'a fait vibrer plus que tous les autres?
Tu sais, le top du top, c'est pas nécessairement au simple fait des performances, mais des fois, c'est parce que le pilote en question était tellement spectaculaire que lui, là, il s'élève au-dessus des autres au fil du test. Il y en a un qui te vient en esprit. Je peux pas répondre à ça. Oui, tu peux. Je peux vraiment pas répondre à ça. Je peux pas en nommer juste un. OK, ben tu peux en nommer une coupe d'abord. Et parce qu'il y en a trop que j'ai Ouais. vu aller. Puis il y en a que, encore aujourd'hui, que ça fait pas des années que je les vois aller, mais que je découvre et que je les regarde, ça fait juste wow. Euh, tu vois le potentiel, tu vois un peu la voie qui se dessine. Dire, y a-tu un pilote, je pourrais nommer Tim Tremblay, que j'ai vu dominer des championnats provinciaux en motocross et que j'ai vu dominer le Isaac en snowcross, que c'était wow, mais j'ai rencontré d'autres pilotes que Jean-Sébastien Roy. J'ai non, tout le monde connaît ses 5 championnats consécutifs. Jean-Sébastien, qui était un pilote d'exception, c'est lui qui a pavé la voie pour plusieurs Québécois dans les dernières années. Mais quand on parle d'un pilote professionnel, c'est peut-être le plus professionnel que j'ai vu dans ma vie. Oui, puis il a couru à l'international aussi beaucoup. Hein. Évidemment, il était un pro jusqu'au Ouais, bout des ongles. mais quand on parle d'un pro, euh, peu importe l'événement, je le voyais, j'étais avec dans les championnats canadiens. Écoute, j'ai fait un été complet là, qu'on se voit, qu'on était ensemble tous les week-ends, on allait manger ensemble. Et c'est partout à travers le pays, que ce soit Vancouver, que ce soit en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, des Maritimes. Jean-Sébastien, quand il terminait ses courses, au lieu d'aller s'asseoir, se reposer, non. C'était les entrevues de podium, parce qu'il se ramassait au podium régulièrement. Il était là 20 minutes au podium. Un coup que c'était terminé, là, il y avait une pause. Fait, on s'en va à la remorque et on ne va pas s'asseoir. On signe des affiches, on prend des photos avec les gens, avec les spectateurs pendant 25-30 minutes. On va se reposer une demi-heure, on mange un peu, on se prépare pour la prochaine course. Euh, J'en ai vu des pilotes qui, aussitôt que la course finit, OK, on va s'asseoir, on va se reposer, on va se cacher, on va être tranquille, on va décompresser. Non, Jean-Sébastien, on restait dans le monde. On prenait le temps de signer des posters, on prenait le temps de prendre des photos. Euh, le temps qu'il a accordé aux gens, qu'il accordait aux spectateurs, c'était incroyable. C'était toujours le pilote le plus en demande partout à travers le pays. Je l'ai vécu un été de temps quand j'ai fait les championnats complets. C'était vraiment le pilote le plus en demande partout, partout. Quand on dit professionnel jusqu'au bout des doigts, là, c'est la définition de même. Et une personne respectueuse, quelqu'un avec de la classe, vraiment Ouais. un ambassadeur pour le sport. C'est peut-être l'athlète qui m'a, par ses agissements en dehors de la piste, qui m'a le plus impressionné. Sur la piste, il y en a trop. Trop fait de discipline, il y en a trop. Ouais, c'est ça. Ça se mentionne pas, là. As-tu eu l'occasion de voir à l'œuvre un peu sur moto sur glace Andrew Ranger? Je sais qu'il avait fait quand même Oui. beaucoup de motos sur glace. C'est un casse-cou à 16 heures, Andrew. Puis tellement talentueux, on le reconnaît en course automobile, mais sur une moto, c'était tout un pur sang là aussi. Là. Et la dernière année que Andrew avait fait de la glace euh, avait été probablement l'année la plus spectaculaire. Ah oui? Andrew, qui performait contre Dominique Beaulac, Hmm. multiple champion canadien en Tout moto un sur pilote. terre battue. Ben oui. Et Dominique Beaulac, si ma mémoire est bonne, c'est un des 2 seuls Canadiens à avoir gagné un grand national AMA sur le circuit américain, qui avait gagné à Lima, en Ohio. Après ça, Marcel Fournier, qui est un pionnier de la glace, c'est lui qui les pneus, c'est lui qui les a développés, c'est lui qui a quasiment inventé la technique de pilotage. Et combinant ces 3 pilotes-là, il y avait un dénommé Pascal Picotte, Hmm. Qui qui a d'autre? été, qui a été bien connu en Superbike.
Et ça, ces 4 athlètes-là, ensemble, c'était... chaque course, c'était ce que j'appelle, moi, un Jack in the Box. Ouais. Tu prenais les 4 numéros, tu brassais le chapeau, tu pigeais un numéro, puis tu avais une chance sur 4 qui gagne. Là. C'était impossible de prédire qui allait gagner week-end après week-end. C'est peut-être la plus belle saison de moto sur glace que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. Et là, Beau souvenir. on recule en 2007-2008 peut-être. On Ouais. recule de OK. 13-14 ans. Là. Quand même. Avant de conclure, Mathieu, ça va tellement vite, mais faut que je te parle de tes souvenirs un petit vite. peu. Oui, c'est ça. Faut que je te parle de tes souvenirs du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. De tes souvenirs que tu as passés au Grand Prix, y a-tu des choses qui te viennent en tête? Dominique Beaulac en moto sur glace. Oui, OK. Parce que les premières années, j'allais au Grand Prix Ski-Doo, je m'occupais des motos sur glace. Écoute, je me rappelle d'avoir vu, justement, on parlait de Roxton Pound, d'être à un événement à Roxton Pound, de voir Dominique Beaulac arriver avec la mythique CR500 de son ancien mécanicien Patracine. Je vais le voir, Dominique, tu fais quoi ici? Il dit, Valcourt m'a invité. Ça fait 4 ans que je n'ai pas roulé. Je vais aller voir comment les petits gars roulent en fin de semaine prochaine. Je m'en viens me pratiquer. Et la semaine d'après, il a tout gagné. Il a tout gagné. Mais 10 jours avant, on était ensemble sur le lac à Roxton et il pratiquait puis il dominait. Ça, c'est des beaux souvenirs. Sinon, la dernière édition qu'il y a eu, voir Megan Brodeur courir en Spotlight, qui faisait très, très bien face à plusieurs jeunes hommes qui aspiraient de monter dans les classes pro. Megan qui dominait, qui roulait en avant, qui était de toute beauté à voir aller. Si on recule plus loin, l'époque de Blair Morgan en snowcross, Blair Morgan, un talent naturel. Ah ouais. C'était le fun de le voir aller. Blair, que j'ai côtoyé un peu en snowcross, que j'ai côtoyé en motocross, que j'étais d'ailleurs là quand il a eu sa blessure fatidique, que ça s'est passé directement sous mes yeux. Voir Blair dominer à Valcourt et représenter sa scène internationale, c'était de toute beauté. Sinon, sur un trait un petit peu plus humoristique, les monologues de mon oncle Jacques. Impossible d'oublier ça. Les monologues de mon oncle Jacques et surtout si mon oncle Jacques avait eu un accident en qualification ou en course, que là, il passe sur un monologue en français. Tu lui poses une question, il passe sur un monologue en français pendant 3-4 minutes. Et quand tu penses qu'il a fini, il repart en anglais. Il recommence en anglais pour expliquer aux gens anglophones qu'est-ce qu'il vient de dire. Et là, il est reparti pour un autre 4-5 minutes. Là. Phénomène. Ça, c'est un phénomène, c'est un personnage, mais c'est un personnage qui a aidé à faire grandir le sport. C'est un personnage qui transcende les années, que les gens parlent encore aujourd'hui, là, même s'il a pris sa retraite officielle. Ben oui. Quel souvenir. Puis, tu as raison. La famille Villeneuve au Québec, je veux dire, c'est inoubliable. C'est un passage extraordinaire pour tout le sport. Mathieu, on aurait pu se parler de course pendant des heures. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Je t'avais dit, on a du temps en masse, puis on peut défoncer, mais là, time is up. Hey. Ben, un gros merci pour ton temps. Ça a été vraiment agréable de te parler puis de partager ensemble notre passion qu'on a pour le micro. C'est vraiment le fun. Ben oui, puis on va se voir à Valcourt dans les prochaines semaines. Yes. Ça, j'ai déjà hâte de retourner à Valcourt. Là. Valcourt, c'est l'événement par excellence en Amérique du Nord. C'est le seul événement qui va regrouper motoneige sur ovale, snowcross, moto, VTT, tout ce qu'on peut avoir sur un circuit de glace, de neige, l'hiver qui est dans la discipline en route, tout est là. On n'a qu'à penser aux plus grandes courses à Isaac, on n'a qu'à penser aux courses de motoneige à Eagle River. Il n'y en a aucune qui combine autant de disciplines, autant d'athlètes différents. Puis on a la chance d'avoir ça dans le cours chez nous. Ouais. J'ai hâte. Moses,
une motadite chance que l'hiver dernier, j'ai eu le plaisir de faire les Winter Warriors pour le Grand Prix de Valcourt parce que je me rongeais les ongles. Oui, je pense qu'on a tous hâte d'y retourner après une année d'absence. La 40e édition va être mémorable. Mathieu Gervais, merci et à la prochaine. Merci à toi. On se reparle bientôt. Oui, avec plaisir. Merci. Alors, c'était le podcast En cas de doute, gaz au bout, présenté par le Grand Prix Skidoo de Valcourt. On se reparle la semaine prochaine pour une autre balado-diffusion. Salut tout le monde.